On est ravis aujourd'hui de venir à Troyes vous présenter effectivement ce premier retour d'expérience du plus important projet de massification de la rénovation énergétique en France à niveau d'ambition E égale 0. Et on va vous décrire dans quelques instants ce que c'est que ce E égale 0. En Pays de la Loire, Angers, Nantes, nous avons l'habitude et nous avons une culture qu'on a appelée celle du pas de côté. Le pas de côté, c'est aller chercher à produire des résultats différents en agissant différemment. Mais si on fait un pas de côté seul, on n'arrive pas à grand-chose. C'est tout un mouvement, fournisseurs, partenaires, clients, qui doivent agir en même temps et faire ce pas de côté en même temps pour le rendre possible. Et donc en Pays de la Loire, c'est l'Union sociale de l'habitat qui a démarré son pas de côté en faisant un groupement d'achat, et ça va vous être décrit dans un instant, pour créer un effet de seuil, en se disant la rénovation, si on veut agir sur les coûts par exemple, il faut agir sur le volume. Et là, on va vous parler de 2000 logements en 4 lots qui vont être rénovés dans des délais extrêmement rapides. Il y a les financiers qui étaient à mobiliser, évidemment les 4 lots dont je vous parlais, et derrière les 4 lots, des professionnels, parce qu'il ne fallait pas non plus que l'appel d'offres soit infructueux. Et donc il y a eu tout un travail mené par Novabuild, l'association que je dirige, pour amener les professionnels à se préparer à cet appel d'offres tout à fait particulier. On a eu 10 séances de formation étalées sur l'année 2020, 2019, en plus donc des années un petit peu bizarres, et on a réussi notamment parce que parmi les 4, dans les 3 groupements qui ont répondu aux 4 lots, on en a 3 qui sont des groupements de PME, et donc on peut considérer que ce travail-là a été réussi. Alors on va vous présenter maintenant un des lots, avec Bruno Madeleine, qui est directeur du patrimoine chez Maine-et-Loire Habitat, donc il porte ce lot-là. Et puis Édouard Robic, ça nous paraissait très important de vous montrer à quel point, on a parlé d'architectes et d'architecture tout à l'heure, de montrer que quand on parle de massification de la rénovation, eh bien cette massification, elle doit être portée en premier par des architectes. Et donc on a voulu que Édouard Robic, architecte gérant de Redcat Architecture, soit aussi là ce matin. Et je vais tout de suite passer le petit boîtier secret à Édouard Robic, à Bruno Madeleine pour nous expliquer, mais en fait, EnergySprong, c'est quoi? Alors, d'accord, c'est étonnant ce micro. Donc Édouard Robic, Redcat Architecture, on est une agence basée à Lille et on a eu la chance finalement d'être embarqué dans le premier projet EnergySprong de France à M, donc près de Lille, il y a maintenant 5 ou 6 ans. Donc EnergySprong, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire saut énergétique en hollandais, et ça se définit en 4 piliers, ici déclinés en 6 vignettes. D'abord, c'est E égale 0, ça veut dire le logement consomme autant d'énergie, produit l'énergie qu'il va consommer. J'allais même dire, on peut même aller un petit peu plus loin, puisqu'aujourd'hui, on est un peu au-delà sur les premiers résultats avec le monitoring, et on se rend compte que finalement, le logement produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. C'est aussi un équilibre financier. À la base, c'est à destination des bailleurs. Aujourd'hui, c'est en train de s'étendre à différents supports, aussi bien en bureau, mais aussi via des promoteurs. C'est un équilibre financier. Ça veut dire que l'équilibre de charge sur 20 ou 30 ans, la durée du prêt, finalement, va équilibrer le surcoût lié à l'équipement un petit peu technique qu'engagent ces travaux. Ensuite, ce sont des délais courts, puisque en fait, on travaille en site occupé, donc les gens sont dans leur logement, et on travaille bien sûr en industrialisation, donc c'est la vignette d'à côté, avec des panneaux de façade finalement qui sont préfabriqués, qu'on vient plugger sur le logement. Ça, c'est le premier volet, c'est la meilleure énergie, celle qu'on ne consomme pas. Donc on fabrique une coque thermique qui est très performante, et puis ensuite on vient y greffer différents systèmes, on pourra en parler tout à l'heure. Et puis réplicabilité, alors là, s'il y a des architectes dans la salle, et avant qu'on commence tous à hurler, je dis attention, réplicabilité, ça ne veut pas dire industrialisation, ne veut pas dire standardisation. C'est-à-dire que si vous prenez une pièce de Lego ou une brique, si on parle de bâtiment, on peut construire des choses assez complexes et assez diverses avec. Donc voilà. Par contre, ce qui est réplicable, c'est le système, le process industriel qu'on va mettre en place sur ces types de projets.
Alors, Edouard, juste avant que tu passes à la slide suivante, je voulais dire aux gens qui sont debout, il y a des places devant, donc venez nous rejoindre. J'ai demandé aux intervenants de ne pas postillonner, donc pas de risque. Ouais. Et alors, petit complément, oula, d'accord. Sur le E égale 0, on a rajouté une petite vignette qui s'appelle bouclier énergétique. C'est-à-dire que jusque-là, il s'agissait finalement de consommer moins d'énergie qu'on en produisait, et on le voit avec la crise des énergies qu'on vit aujourd'hui, que c'est un moyen de fournir un véritable bouclier énergétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir limiter les charges, les plafonner, et se dire que les gens ne paieront jamais plus qu'un certain prix pour l'énergie, pour se chauffer ou pour l'énergie domestique. Alors ce lot. Alors là on va parler d'un projet. Donc il y a eu le premier Energy Sprong à M. Ensuite, il y a eu un qui a été pendant longtemps le plus gros d'Europe à Waterloo, 170 logements. On a franchi un peu une étape. Là, on est à 296. Dans l'absolu, il y a des étapes qui sont très largement franchies, puisqu'on a l'agence a des projets notamment dans le bassin minier de plus de 1500 logements, donc on commence à franchir une vraie étape et à parler véritablement d'industrialisation. Là, c'est 296 logements, donc on est en Pays de Loire sur différents sites, avec des maisons qui vont être de plein pied ou R+1, qui vont être alcoolées ou non, avec des décalages en bâti et qui jouxtent, ça c'est une véritable problématique, des espaces non chauffés, du genre garage, cellier, etc. Alors, il y a une petite parenthèse qu'on pourrait faire, c'est que quand on parle de bâtiments Energy Sprong, il faut au préalable regarder un petit peu si les logements sont Energy Sprongables, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'enveloppe se prête un petit peu au jeu. Là, c'est le cas, c'est la raison pour laquelle on a répondu. Alors, dans l'approche architecturale, puisqu'on répondait sur pas loin d'une vingtaine de sites, l'idée, ça a été de créer une identité, d'avoir quand même une cohérence dans ce qu'on faisait sur des sites assez différents. Une des lignes directrices a été l'individualisation. En fait, on est sur des maisons individuelles groupées, et finalement, on a un ressenti collectif qui est très fort. On est vraiment dans des quartiers où, finalement, l'uniformité du bâti fait qu'on se sent finalement dans des logements collectifs. Donc nous, notre approche, ça a été d'essayer un petit peu d'individualiser tout ça pour que les gens puissent un peu se sentir chez eux et identifier leur maison au sein d'un process collectif. Et puis les usages, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une petite chose, par exemple, quand on traite du Energy Sprong, on a des murs existants qui vont être un complexe de 20 cm, 20 ou 30 cm, et puis on va y rajouter une façade préfabriquée qui elle-même va faire un bon 30 cm. Finalement, on arrive à un mur qui fait 60 cm et on peut commencer à se poser la question du mur habité. Comment ce mur devient un espace? Comment on arrive à fabriquer quelque chose dans l'ébrasement de cette fenêtre? Et donc, c'est pas dans le cahier des charges Energy Sprong, mais c'est une chose que nous, on aime bien travailler, c'est-à-dire que comment on ramène une petite plus-value d'usage. Alors, ensuite, on a dû définir, puisque ce sont des sites qui bien souvent sont en périmètre ABF. Donc ça, c'est important de le dire aussi, parce qu'on pourrait se dire sur des projets où il y a de l'industrialisation, où on généralise un petit peu le process, etc. Ça pourrait poser, du moins soulever la question patrimoniale. Alors encore une fois, c'est une question d'organisation. On a été rencontrer les différentes communes concernées et discuter avec eux finalement des différents matériaux qui allaient être employés, comment on a intégré les projets d'industrialisation dans un contexte bâti existant. Donc là, il y a eu des choix de matérialité qui ont été arrêtés, aussi bien en façade courante qu'en pignon supérieur, on entend la partie un peu surélevée de la maison, et en couverture, puisqu'on le verra tout à l'heure, l'ajout de panneaux photovoltaïques est une des données primordiales. Alors, voilà, là on a fait un petit montage avec avant-après, ce qui, somme toute, marche en général. D'ailleurs, on a laissé le nom de la rue. Donc on voit, alors quand je parlais d'énergie Sprong Gap, ça pose une vraie question, hein, c'est-à-dire que 300 logements n'est pas 30 logements x 10. Donc voilà, faut quand même avoir ça en tête quand on parle d'industrialisation, de lancer une chaîne de production, de préfabriqués, etc. Il n'empêche que même si on voit ici finalement des typomorphologies qui vont être très différentes, finalement elles vont être fabriquées à la base d'un même
d'un même module, une même ossature qu'on va travailler dans le même atelier. Simplement, les montants vont être un petit peu décalés à droite à gauche, les percements vont être un peu différents, mais finalement, même si on a du mal à avoir une unité d'écriture, et d'ailleurs c'est ce qu'on cherche, hein, c'est qu'on ne la voit pas, entre ces différents sujets, ils viennent tous d'un même atelier, ils sont tous préfabriqués, et finalement la matière utilisée est vraiment la même. Et puis on voit, alors il y a des sujets très différents, mais par exemple celle du milieu. Après on ajoute, hein, on parlait tout à l'heure de confort d'été, etc. On ajoute de la plus-value d'usage en venant rajouter ici, par exemple, un petit jardin d'hiver, parce qu'on était au nord, on ne l'aurait pas fait au sud, etc. Alors, l'approche architecturale, nous, celle qui nous intéresse véritablement, c'est la première, c'est-à-dire la préfabrication sur rue et sur pignon. C'est-à-dire qu'en gros, il y a aussi une question de logistique de chantier. Il y a des sites qui sont plus ou moins faciles d'accès, mais en gros, dès qu'on est sur rue, on favorise la préfabrication. Donc on voit ici un caisson, en l'occurrence c'est un caisson de toiture hein, qui arrive sur la maison. Vous verrez tout à l'heure qu'on fait la même chose en façade. Et il y a parfois, donc là on est un peu moins fan, mais il faut aussi accepter de faire un petit peu ce compromis, des sujets où on va intervenir sur site. On a des pignons qui vont être bloqués, soit entre deux arbres, soit à l'arrière d'une maison, etc. Donc il y a toute une partie de réfection et d'ITE qui va se faire sur site. Voilà, alors je parlais tout à l'heure, il y a une petite animation, ça c'est le projet de Waterloo. Donc quand on voit comme ça un élément de façade qui arrive, il est pré-bardé, il est pré-menuisé, la finition intérieure est faite, et en fait on est en site occupé, et donc on vient chez les gens, finalement le but c'est de ne pas les déranger, donc on arrive uniquement à la fin pour enlever leurs fenêtres. Finalement il y a un moment ils se retrouvent avec deux fenêtres, quoi. On enlève la fenêtre, on met un ébrasement en médium ou autre, qui lui-même est préfabriqué d'ailleurs, hein, donc ça prend quelques minutes. Voilà, puisque c'est celle qui parle en plus le plus en général, sur la petite image de gauche, la petite animation. En gros, en termes de timing, sur une maison, Energy-Sprong, la coque, l'enveloppe thermique, ce type d'intervention, c'est une journée, à peu près. Une journée, hein, c'est une ça. Journée. Entre façade avant, façade arrière et panneau de toiture, parce qu'on fait la même chose avec des caissons de toiture. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure d'un sujet qui nous passionne, alors qui peut paraître, finalement, c'est pas complètement le débat, mais ça nous paraît important, le mur habité. Donc on voit ici, vous voyez, là c'est un exemple en ossature bois, alors on le fait aussi en ossature métallique, on le fait en plein de choses. Ici on voit le mur existant et puis le complexe rapporté, qui ici est hors bardage. Il faut vraiment imaginer une épaisseur assez conséquente. Et puis on voit sur les petites vignettes qui vont se trouver à droite, cette histoire de mur habité dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'on comprend que le mur devient un espace. Et ici, alors on a mis un ordinateur, on a mis des fleurs, etc. On laisse aussi dans le processus, il faut aussi que les gens acceptent cette intervention qui peut être un peu intrusive hein, chez eux. Et donc c'est aussi un moyen de vendre un peu le principe, c'est-à-dire qu'on propose une petite plus-value d'usage et souvent on laisse le choix entre la tablette, la banquette, etc. Et puis on voit sur la coupe hein, l'épaisseur réelle du complexe rapporté. Alors, on parle beaucoup là de hors-site. Jusqu'à maintenant, c'était mis en tête que le hors-site, c'était plutôt pour le neuf. Alors c'est intéressant de voir le bailleur social engagé dans cette question du hors-site pour de la rénovation. Alors Bruno, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez accepté en fait dans cet appel d'offres de faire. Bonjour à tous, je suis Bruno Madeleine, moi je suis le directeur de patrimoine à Maine-et-Loire Habitat, un bailleur social dans le Maine-et-Loire qui possède environ 16 000 logements, principalement du pavillon, donc ça nous intéresse à plus d'un titre, et nous avons près de 6 000 logements qui sont classés en passoire thermique. Donc autant dire que nous sommes particulièrement intéressés au sujet. On a mis à peu près 500 logements dans le projet Energy-Sprong, 296 avec le lot 1, 166 avec le lot 2. Et sur le lot numéro 1, un des enjeux était d'essayer d'animer, de créer une filière locale, et véritablement locale. C'est-à-dire que l'usine de préfabrication hors site des façades, mais également on va voir des modules thermiques et de tout un tas d'autres éléments propres à la réhabilitation sont réalisés à 20 km des chantiers proprement dit. Donc là aussi, circuit court, emploi local, développement d'une filière locale, proprement dit. Ça a été moins compliqué que ce qu'on pouvait imaginer. Il ne faut pas s'imaginer une usine ultra high-tech avec des robots dans tous les coins, ce n'est pas du tout le sujet. On va voir quelques images. En fait, on a une succession de postes. Donc la première chose, c'est un scan 3D en fait, de l'ensemble des bâtiments.
ce qui bâtit une maquette numérique qui est partagée par tous les acteurs du projet, et notamment celui qui produit les profilés métalliques. Hein, donc il a une profileuse, il est à lui-même 20 km de cette usine-là. C'est apporté en fagot, c'est numéroté, c'est un petit peu un kit Ikea. Et puis sur une première table de montage, montage de la structure métallique en l'occurrence, pose d'un OSB. Avec un pont, on vient relever la façade à la verticale, on pose l'isolant, en l'occurrence c'est un isolant biosourcé qui est de la fibre de bois, donc qui permet un déphasage important. On parlait du confort d'été, là il est véritablement présent. Un pare-vapeur, évidemment tout le système d'étanchéité, puis on passe sur le poste, donc là c'est mise à la verticale, et puis on passe de l'autre côté de l'usine, où là on va intégrer les menuiseries, on va intégrer éventuellement les portes, on va également faire l'enduit de finition. Alors là en l'occurrence on a fait le parti pris d'un enduit, proprement dit, avec toute la difficulté de la manutention, mais avec un enduit qui est suffisamment flexible pour permettre cette manutention. Et puis un temps de séchage qui est considérablement réduit, parce qu'on arrive à faire sécher la façade en 2 heures grâce à des souffles, une soufflerie particulière. Et puis on la monte sur des racks, et donc ça part en camion vers le site. Et grâce à un camion grue, finalement, il n'y a pas une grue sur le chantier, on a un camion grue qui vient déposer les façades, comme vous l'a exposé Édouard. Et en effet, là en l'occurrence, une maison sur 3 faces, on l'isole en 3 heures, tout simplement. Alors évidemment, il y a un temps caché de préparation initiale, puisque il y a un système d'accroche qu'il faut mettre au départ. Et puis il y a également une isolation en pied de façade, puisqu'on veut couper également le pont thermique en pied de façade. Alors Energy-Sprong, on parle beaucoup d'énergie, mais c'est avant tout une réhabilitation durable. Durable parce que la réhabilitation, la tenue des matériaux et surtout la performance énergétique est garantie 30 ans. C'est comme si vous achetiez un élément qui vous est garanti 30 ans. Et à ce titre-là, bien évidemment, on couvre beaucoup plus de bouquets de travaux que le simple énergétique. D'abord pour rendre ça désirable auprès du locataire, durable auprès du bailleur, et puis pour être complet tout simplement. Donc démoussage éventuellement de la toiture, reprise des descendants d'eau pluviale, remplacement de la toiture parfois quand on arrive en fin de vie et que pendant les 30 ans on présage sa fin de vie. Isolation soufflée dans les combles, ici c'est en watts de cellulose, 50 cm de watts de cellulose. Façade isolante, on en a parlé, préfabriquée, parement enduit, bois pour matérialiser les entrées par exemple, peinture dans les garages qui sont non chauffés, menuiserie double vitrage, volets roulants électriques, porte d'entrée déjà intégrée dans les façades préfabriquées. Ça, très important, isolation périphérique du plancher bas. Ça contribue à la fois à une meilleure isolation thermique, mais à un meilleur confort également, en coupant le pont thermique. On est amené également à faire une réfection des sols, des murs, des plafonds, des faïences dans les salles de bain, douches et WC. On refait la robinetterie dans les salles, douches et WC. On remplace la porte à l'intérieur entre le garage et le volume chauffé. Nous avons prévu un forfait d'embellissement, sol, mur, plafond supplémentaire après réhabilitation pour que les locataires puissent se sentir dans un logement plus neuf, entre guillemets. Une mise en conformité électrique de l'ensemble du logement. Et le système de chauffage est assuré par une tour thermique qui possède une pompe à chaleur de 2 kW simplement, qui est double service, qui fait également l'eau chaude sanitaire. Et le vecteur choisi, c'est le vecteur R par une VMC double flux. Comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, pour avoir le E égale 0, c'est-à-dire pour compenser le résiduel de consommation d'un pavillon, eh bien, il y a la pose sur certains pavillons de panneaux photovoltaïques, en l'occurrence en revente totale, pour équilibrer l'opération financière pour le moment. On pourrait très bien imaginer que si demain il est plus intéressant de faire de l'autoconsommation, on pourra également le faire de cette manière. Bruno, comme on a un peu de retard, je propose qu'on saute cette slide-là, que tu ailles directement à la suivante. Alors, pour le locataire, j'indiquais, le but d'Energy-Sprong, ce n'est pas de lui rendre du pouvoir d'achat.
Le but d'Energy Sprong, c'est de le protéger de la hausse du prix des énergies. Et pour ça, on a besoin de faire baisser drastiquement, de moins 70 à moins 90% la consommation du locataire après réhabilitation. En fait, à l'issue de la réhabilitation, le locataire ne va pas plus payer du tout d'énergie, il va en payer très peu auprès de son fournisseur et il va participer à la réhabilitation auprès de son bailleur par l'acquittement d'une troisième ligne de quittance qu'on appelle, qui représente jusqu'à 50% des économies réalisées. Donc le locataire reste évidemment extrêmement bénéficiaire au final, mais ça nous permet également de financer l'opération de manière tout à fait indolore pour le locataire et nous permet de rendre à terme le projet viable. Et donc le E égale 0, ou sur 30 ans, on nous disait c'est impossible, vous dites c'est faisable. Alors, c'est pas faisable, c'est déjà la réalité sur plein de chantiers déjà réalisés. Édouard le disait, déjà sur M, ils ont 5-6 ans de recul sur les logements, et depuis la première année, ils sont à E égale 0, et depuis chaque année, ils sont à E égale 0. Ça s'avère que c'est contractuel en plus, mais c'est bien la réalité. Et s'engager sur 30 ans, au début, pouvait faire peur aux entreprises, aux groupements. Et en réalité, en discutant, ce n'est plus un sujet. S'engager sur 30 ans, il y a maintenant tout un corpus, j'allais dire, réglementaire et contractuel qui nous permet d'assurer cet engagement de manière assez sereine. Et comment on doit conclure? J'aimerais bien que tu racontes cette anecdote d'un des logements qui a déjà été rénové avec un opérateur d'énergie qui vous a appelé ou qui a appelé le locataire. Alors, en réalité, il y a on est en cours de chantier, on a 5 chantiers en cours, là, et on a une petite mamie qui était très récalcitrante aux travaux, d'ailleurs, qui nous a appelé en disant, écoutez, Monsieur Madeleine, je viens d'être happé par EDF parce qu'ils ont eu très peur dans mon logement. La consommation a été tellement réduite qu'ils m'ont appelé pour me demander s'il n'y avait pas un problème dans le logement. Ils ont cru qu'elle était décédée. Exactement. Donc ils ont répondu, en tout cas elle a répondu, non, mon bailleur m'a fait bénéficier de travaux importants. Peut-être en 2 mots ici... il va falloir qu'on conclue. En 2 mots, on conclut. En bleu, c'est la courbe de la baisse des coûts observés aux Pays-Bas. En orange, la baisse des coûts observés en France. On est à mi-parcours. Plus on sera nombreux à faire de l'Energy Sprong, plus les coûts diminueront. Et on considère qu'à 70 000 € du logement, on est équilibré sans aide de l'État. Est-ce que tu peux montrer les photos de chantier? Là. Non, la photo de chantier, s'il te plaît. Voilà. Hop, voilà, la photo de chantier. À gauche, donc un pavillon réhabilité Energy Sprong. Et puis, vous voyez la façade qui est grutée sur le logement. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir les 2 intervenants. Ils sont à votre disposition au moment de la séquence de questions-réponses vers 11h. À tout à l'heure.